Dans le caveau, par H.P. Lovecraft. Narration, Florent Houlier. Il n'y a rien de plus absurde, de mon point de vue, que la psychologie des foules, avec sa tendance à tout ramener à des phénomènes simples et ordinaires. Prenez un coin de campagne bucolique typiquement américain, avec un croque-mort local maladroit et rustre, et une négligence qui entraîne une mésaventure avec une tombe, et là le lecteur ordinaire peut s'attendre à une scène grotesque et déroutante. Dieu sait pourtant si l'histoire désagréable et cocasse que la mort de George Birch me permet de raconter fait, par certains côtés, paraître dérisoires les plus sombres tragédies. Birch sortit diminué de l'épreuve, et il dut changer de métier en 1881. Mais il ne parlait de cette affaire que lorsqu'il ne pouvait pas faire autrement. Son ancien médecin, le docteur Davis, décédé il y a des années, n'en parlait pas davantage. On a généralement déclaré que le traumatisme et le handicap subis étaient le résultat d'un malencontreux faux pas par lequel Birch s'était enfermé pendant 9 heures dans le caveau provisoire du cimetière de Peg Valley, ne s'échappant que par des moyens désespérés et rudimentaires. Mais si cela était sans aucun doute vrai, il y avait d'autres choses plus sombres que l'homme avait l'habitude de me chuchoter à l'oreille dans son délire d'ivrogne vers la fin de sa vie. Il se confia à moi parce que j'étais son médecin, et parce qu'il ressentait probablement le besoin de se confier à quelqu'un d'autre après la mort de Davis. Il était célibataire, totalement dépourvu de famille. Birch, avant 1881, avait été le croque-mort du village de Peg Valley. Et c'était un personnage très renfermé et rustre, même pour un entrepreneur de pompes funèbres. Les pratiques professionnelles qu'on lui supposait seraient incroyables aujourd'hui, du moins dans une ville, et les habitants de Peg Valley auraient été quelque peu secoués s'ils avaient connu les principes moraux un peu trop souples de cet artiste funéraire, sur des questions telles que la propriété des parures destinées à la présentation du défunt, dès l'instant où elles étaient cachées par le couvercle du cercueil, et sur le respect dû aux locataires défunts de ces réceptacles dont les dimensions n'avaient peut-être pas toujours été calculées avec la précision désirable quand il s'agissait de les y loger et d'y adapter leurs membres. Pour être tout à fait clair, Birch était négligent, dépourvu de toute sensibilité, détestable sur le plan professionnel, mais ce n'était pas un méchant homme. Il était simplement grossier de tempérament et de fonction, irréfléchi, négligent et alcoolique, comme le prouve son accident facilement évitable, et sans ce minimum d'imagination qui retient le citoyen ordinaire dans certaines limites fixées par le bon goût. Il m'est difficile de décider par où commencer pour raconter l'histoire de Birch, car je ne suis pas un conteur expérimenté. Je suppose qu'il faut commencer par le froid décembre 1880, lorsque le sol a gelé et que les ouvriers du cimetière ont constaté qu'ils ne pourraient plus creuser de tombe avant le printemps. Heureusement, le village était petit et le taux de mortalité faible, de sorte qu'il était possible de donner à tous les cadavres un refuge temporaire dans l'unique caveau provisoire et vétuste du cimetière. Par ce temps glacial, Birch le croque-mort était doublement léthargique, par tempérament et compte tenu de la météo. Il semblait se surpasser en négligence. Jamais il n'avait assemblé et créé des cercueils aussi fragiles et aussi disgracieux, ou ignoré de façon plus flagrante les besoins et les nécessités de la serrure rouillée de la porte du caveau, qu'il ouvrait et fermait avec une réelle nonchalance. Enfin, le dégel du printemps arriva, et les tombes furent laborieusement préparées pour recevoir les 9 corps que la mort avait fauchés durant cette période hivernale. Birch, bien que redoutant les tracas dus aux transferts et aux inhumations, commença sa tâche par une désagréable matinée d'avril, mais s'arrêta avant midi à cause d'une forte pluie qui semblait indisposer son cheval, après n'avoir déposé qu'une seule dépouille mortelle dans son lieu de repos éternel. Il s'agissait de Darius Peck, un nonagénaire, dont la tombe se trouvait non loin du caveau. Birch décida qu'il commencerait le lendemain avec le petit vieux Matthew Fenner, dont la tombe se trouvait également à proximité. Mais il reporta en fait l'affaire de 3 jours, ne se mettant pas au travail avant le vendredi saint, le 15. N'étant pas superstitieux, il n'a pas du tout tenu compte de ce jour, même si, par la suite,
il a toujours refusé de faire quoi que ce soit d'important en ce 6e jour fatidique de la semaine. Il est certain que les événements de cette soirée ont grandement changé George Birch. L'après-midi du vendredi 15 avril, donc, Birch se met en route vers la tombe avec cheval et chariot pour transférer le corps de Matthew Fenner. Il a admis par la suite qu'il n'était pas parfaitement sobre, bien qu'il n'ait pas encore commencé à boire comme il l'a fait plus tard pour essayer d'oublier certaines choses. Il était juste assez brutal et imprudent, au point d'indisposer son cheval, une bête très sensible, qui, alors qu'il le tirait vicieusement vers la tombe, hennissait, donnait des coups de patte et remuait la tête, comme lors de la précédente occasion où la pluie l'avait contrarié. Le jour était clair, mais un vent fort s'était levé. Et Birch était heureux de se mettre à l'abri lorsqu'il déverrouilla la porte de fer et entra dans le caveau de la colline latérale. Un autre n'aurait peut-être pas apprécié la chambre humide et odorante avec les 8 cercueils placés négligemment. Mais Birch, à cette époque, était insensible et ne se souciait que de trouver le bon cercueil pour la bonne tombe. Il n'avait pas oublié les critiques suscitées lorsque les proches d'Anna Bixby, souhaitant transporter son corps au cimetière de la ville où ils avaient déménagé, avaient trouvé le cercueil du juge Capwell sous sa pierre tombale. La lumière était faible, mais la vue de Birch était bonne, et il n'a pas pris le cercueil d'Asaph Sawyer par erreur, bien qu'il soit très similaire. Il avait en effet fabriqué ce cercueil pour Matthew Fenner, mais il l'avait mis de côté, car il était trop mal conçu et fragile, dans un curieux élan de sentimentalité suscité par le souvenir de la gentillesse et de la générosité dont le petit vieux avait fait preuve à son égard lors de sa faillite 5 ans auparavant. Il avait travaillé pour le vieux Matt avec tout le soin et toute l'habileté dont il était capable. Par la suite, dans un esprit d'économie bien compréhensible, il avait attribué le cercueil inutilisé à Asaph Sawyer, qui venait de mourir de fièvre maligne. Sawyer était loin d'être sympathique, et de nombreuses histoires ont été racontées sur sa vindicte presque inhumaine et sa mémoire tenace des torts réels ou imaginaires. C'est à lui que Birch n'avait pas hésité à attribuer le cercueil fabriqué avec soin qu'il poussait maintenant hors du chemin, dans sa recherche du cercueil de Fenner. C'est au moment même où il avait reconnu le cercueil du vieux Matt Fenner que la porte fut refermée brutalement par un coup de vent, laissant Birch dans une pénombre encore plus profonde qu'auparavant. L'étroit imposte n'admettait que le plus faible des rayons de lumière, et la cheminée d'aération ne laissait presque passer aucune luminosité, de sorte qu'il était réduit à un tâtonnement maladroit, alors qu'il se frayait un chemin à tâtons parmi les longues boîtes vers le loquet de la porte. Dans ce crépuscule funèbre, il agita les poignets rouillés, poussa les panneaux de fer et se demanda pourquoi le portail massif était devenu si soudainement récalcitrant. Dans ce crépuscule, aussi, il commença à se rendre compte de la situation et à crier fort comme si son cheval à l'extérieur pouvait faire plus que hennir une réponse peu sympathique. Car le loquet mal entretenu était manifestement cassé, laissant le croque-mort piégé dans le caveau, victime de sa propre négligence. L'événement a dû se produire vers 3h30 de l'après-midi. Birch, étant par tempérament flegmatique et lucide, n'a pas crié longtemps, mais a commencé à chercher à tâtons quelques outils qu'il se souvenait avoir vus dans un coin de la tombe. Il est douteux qu'il ait été touché par l'horreur et la bizarrerie exquise de sa situation, mais le simple fait d'être emprisonné loin de tout endroit fréquenté suffisait à le mettre au comble de l'exaspération. Son travail de la journée était tristement interrompu, et à moins que le hasard n'amène bientôt quelques promeneurs ici, il pourrait devoir rester toute la nuit ou plus. La pile d'outils bientôt atteinte, et un marteau et un ciseau sélectionnés, Birch retourna au-dessus des cercueils jusqu'à la porte. L'air avait commencé à devenir extrêmement vicié, mais il ne prêta aucune attention à ce détail, tandis qu'il s'acharnait sur le métal lourd et rouillé du loquet. Il aurait donné beaucoup pour une lanterne ou un bout de bougie, mais en l'absence de ceci, il se débrouillait comme il pouvait, à moitié à l'aveuglette. Lorsqu'il s'aperçut que le loquet était désespérément inflexible, du moins pour des outils aussi médiocres et dans des conditions aussi ténébreuses que celle-ci, Birch jeta un coup d'œil aux alentours pour trouver d'autres points de fuite possibles.
le caveau avait été creusé à flanc de colline, de sorte que l'étroite cheminée d'aération au plafond traversait plusieurs mètres de terre, rendant cette possibilité de fuite tout à fait inutile à envisager. Au-dessus de la porte, cependant, la haute imposte en forme de fente dans la façade en briques promettait un élargissement possible à un travailleur adroit. C'est donc sur elle que ses yeux se sont longtemps posés, alors qu'il se creusait la tête pour trouver un moyen de l'atteindre. Il n'y avait rien qui ressemblait à une échelle dans la tombe, et les niches à cercueil sur les côtés et à l'arrière, que Birch prenait rarement la peine d'utiliser, ne permettaient aucune ascension vers l'espace au-dessus de la porte. Il ne restait que les cercueils eux-mêmes comme marchepieds potentiels, et tout en les considérant, il spéculait sur la meilleure façon de les disposer. 3 hauteurs de cercueil, selon lui permettraient d'atteindre le tableau arrière, mais il pourrait faire mieux avec 4. Les boîtes étaient bien régulières et pouvaient être empilées comme des blocs. Il étudia la façon de disposer les 8 cercueils afin d'obtenir, avec la meilleure stabilité, une plateforme facile à escalader sur une hauteur correspondant à 4 de ces boîtes. Alors qu'il réfléchissait, il ne pouvait que souhaiter que les cercueils devenus des marches n'aient été fabriqués de manière plus solide. On peut fortement douter qu'il ait eu assez d'imagination pour souhaiter qu'elles soient vides. Finalement, il décida de poser une base de 3 cercueils parallèlement au mur, de placer sur cette base 2 couches de 2 cercueils, et sur cette base une seule boîte qui servirait de plateforme. Cet arrangement pouvait être monté avec un minimum d'adresse, et fournirait la hauteur désirée. Mieux encore, il n'utiliserait que 2 boîtes de la base pour soutenir la superstructure, laissant une boîte libre d'être empilée sur le dessus, au cas où l'exploit réel d'évasion nécessiterait une altitude encore plus grande. Et c'est ainsi que le prisonnier travailla dans le crépuscule, soulevant les cercueils avec peu de cérémonie, tandis que sa tour de Babel miniature s'élevait péniblement. Plusieurs des cercueils commencèrent à se fendre sous la pression de la manipulation, et il prévoyait de garder le cercueil solidement construit de Matthew Fenner pour le sommet, afin que ses pieds aient une surface aussi certaine que possible. Dans la pénombre, il dut plutôt se fier au toucher pour choisir le bon, et à vrai dire, il le découvrit presque accidentellement. Il lui tomba sous la main comme sous l'effet d'une volonté mystérieuse après qu'il l'eut, par erreur, placé tout d'abord à côté d'un autre, sur la 3e couche. La tour fut enfin terminée, et ses bras endoloris reposés par une pause pendant laquelle il s'est assis sur la marche inférieure de son sinistre dispositif, Birch est prudemment monté avec ses outils et s'est tenu à côté de l'étroite imposte. Les bords de l'espace étaient entièrement en briques, et il ne faisait guère de doute qu'il pourrait bientôt en retirer suffisamment pour permettre à son corps de passer. Alors que ses coups de marteau commençaient à tomber, le cheval à l'extérieur hennissait d'un ton qui pouvait être encourageant ou peut-être moqueur. Dans un cas comme dans l'autre, il aurait été approprié, car la ténacité inattendue de la brique d'apparence fragile était sûrement un commentaire sardonique sur la vanité des espoirs humains et la source d'une tâche dont l'exécution méritait tous les encouragements possibles. À la tombée de la nuit, Birch est toujours en train de besogner. Il travaillait en grande partie au jugé maintenant, puisque la lune était cachée par des nuages. Et bien que les progrès soient encore lents, il se sentait encouragé par l'étendue de ses percements sur le haut et le bas de l'ouverture. Il pouvait, il en était sûr, sortir avant minuit. Mais, et cela était bien dans son caractère, rien de superstitieux ne venait se mêler à cette pensée. Sans être dérangé par des réflexions oppressantes sur l'heure, le lieu et la compagnie qui étaient la sienne dans ce caveau, il tailla avec méthode et constance la maçonnerie de pierre, jurant lorsqu'un fragment le frappait au visage, et riant lorsqu'un fragment frappait le cheval de plus en plus excité, qui hennissait près du cyprès. Le trou devint si grand qu'il se risqua de temps en temps à y mettre son corps, se déplaçant de façon à ce que les cercueils sous lui se balancent et grincent. Il découvrit qu'il n'aurait pas à en empiler d'autres sur sa plateforme pour obtenir la hauteur adéquate, car le trou était exactement au bon niveau pour être utilisé dès que sa taille le permettrait. Il devait être au moins minuit lorsque Birch décida qu'il pouvait passer à travers l'imposte. Éreinté, couvert de sueur, malgré de fréquents arrêts, il redescendit au niveau du sol et s'assit un instant sur l'un des premiers cercueils pour rassembler ses forces avant de se livrer à ses contorsions finales et sauter à l'extérieur. Le cheval affamé hennissait constamment et de façon assez étrange, et il souhaitait vaguement qu'il s'arrête. Il était curieusement peu ému par son évasion imminente et redoutait presque l'effort, car son corps avait un début d'embonpoint, celui d'un homme d'âge mûr. En remontant sur les cercueils en train de se fendre, il ressentait son poids de manière très pressante, surtout lorsqu'en atteignant le plus haut, il entendit ce craquement aggravé qui caractérise le déchirement du bois. Il avait, semble-t-il,
planifiait en vain le choix du cercueil le plus robuste pour la plateforme, car à peine avait-il posé tout son poids que le couvercle pourri cédait, le projetant 2 pieds plus bas sur une surface que même lui ne se souciait pas d'imaginer. Furieux du bruit, ou de la puanteur qui se répandait même à l'air libre, le cheval qui l'attendait poussa un cri trop frénétique pour être un hennissement et s'élança dans la nuit, la carriole s'ébranlant follement derrière lui. Birch, dans sa situation épouvantable, était maintenant trop bas pour pouvoir s'échapper facilement de l'imposte élargi, mais il rassembla toute son énergie pour tenter de sortir. Il s'agrippa au bord de l'ouverture et tenta de se soulever. À ce moment, chose étrange, il se sentit retenu, comme si une traction s'était exercée sur ses 2 chevilles. Un instant après, il faisait, pour la première fois ce soir-là, connaissance avec la peur. En dépit de tous ses efforts, il ne pouvait se libérer de l'étreinte incompréhensible, implacable, qui maintenait ses pieds prisonniers. D'affreuses douleurs, comme celles qui seraient causées par des blessures cruelles, lui traversaient les mollets. Et dans son esprit, il y avait un tourbillon d'effroi mélangé à un matérialisme inextinguible qui suggérait des échardes, des clous détachés, ou tout autre attribut d'une boîte en bois qui se brisait. Peut-être a-t-il crié. En tout cas, il a donné des coups de pied et s'est tortillé frénétiquement et automatiquement, tandis que sa conscience était presque éclipsée dans une demi-pénombre. L'instinct l'a guidé dans son déplacement à travers l'imposte, mais il a réussi à ramper sur le sol humide. Il ne pouvait pas marcher, apparemment, et la lune naissante a dû être témoin d'un spectacle horrible alors qu'il traînait ses chevilles en sang vers le pavillon d'entrée du cimetière. Ses doigts griffaient la moisissure noire dans une hâte insensée, et son corps réagissait avec cette lenteur exaspérante dont on souffre quand on est poursuivi par les fantômes du cauchemar. Cependant, il n'y avait manifestement pas de poursuivant, car il était seul et vivant lorsqu'Armington, le gardien du cimetière, répondit à ses faibles coups de griffe à la porte. Armington fit étendre Birch sur un lit vacant et envoya son jeune fils Edwin chercher le docteur Davis. L'homme blessé était pleinement conscient, mais ne disait rien d'important, ou il se contentait de marmonner des choses comme « Oh, mes chevilles, laisse-toi aller » ou « Enferme-moi dans la tombe ». Puis le médecin est arrivé avec sa trousse à pharmacie et a posé des questions insidieuses et a retiré les vêtements, les chaussures et les chaussettes du patient. Les blessures, car les 2 chevilles étaient terriblement lacérées au niveau des tendons d'Achille, semblaient intriguer grandement le vieux médecin, et finalement l'effrayer presque. Son questionnement devint plus que médicalement tendu, et ses mains tremblaient tandis qu'il pansait les membres mutilés, les entourant de compresses, comme s'il souhaitait mettre les blessures hors de vue aussi vite que possible. L'interrogatoire médical sinistre et impressionnant de Davis devint en effet très étrange alors qu'il cherchait à obtenir du croque-mort affaibli le moindre détail de son horrible expérience. Il était étrangement anxieux de savoir si Birch était sûr, absolument sûr, de l'identité du cercueil du haut de la pile. Comment il l'avait choisi? Comment il avait été certain qu'il s'agissait du cercueil de Fenner dans le crépuscule? Et comment il l'avait distingué du double cercueil de qualité inférieure du vieux Asaph Sawyer? Pourquoi le cercueil solide de Fenner se serait-il écroulé si facilement? Le praticien, installé depuis longtemps dans ce village, avait naturellement assisté aux obsèques respectives de Fenner et de Sawyer, après les avoir soignés l'un et l'autre pendant leur dernière maladie. Il s'était même demandé, à l'enterrement de Sawyer, comment ce fermier vindicatif avait pu tenir allongé dans une boîte si semblable à celle du minuscule Fenner. Au bout de 2 bonnes heures, le docteur Davis est parti, exhortant Birch à insister à tout moment sur le fait que ses blessures étaient entièrement causées par des clous mal fixés et des éclats de bois. Quoi d'autre, a-t-il ajouté, pourrait jamais être prouvé ou cru. Mais il serait bon d'en dire le moins possible et de ne laisser aucun autre médecin traiter les blessures. Birch a tenu compte de ce conseil tout le reste de sa vie, jusqu'à ce qu'il me raconte son histoire. Et quand j'ai vu les cicatrices, anciennes et blanchies comme elles l'étaient alors, j'ai convenu qu'il était sage d'agir ainsi. Il est toujours resté boiteux, car les grands tendons avaient été sectionnés, mais je pense que la plus grande claudication se trouvait dans son âme. Ses processus de pensée, autrefois si flegmatiques et logiques, étaient devenus ineffaçablement marqués,
et il était pitoyable de noter sa réaction à certaines allusions fortuites, telles que vendredi, tombeau, cercueil, ou même des vocables moins directement évocateurs. Son cheval, effrayé, était rentré chez lui, mais son esprit encore plus terrifié ne l'a jamais vraiment fait. Il changea de métier, mais quelque chose le poursuivait toujours. C'était peut-être la peur mélangée à une sorte de remords tardif pour les cruautés du passé. Sa consommation d'alcool, bien sûr, ne faisait qu'aggraver ce qu'elle était censée soulager. Cette nuit-là, en quittant Birch, le docteur Davis avait pris une lanterne et s'était dirigé vers le vieux dépôt mortuaire. La lune éclairait des fragments de briques éparpillés et la façade mutilée. La serrure de la grande porte obéit sans difficulté à une pression légère. Cuirassé par les épreuves subies autrefois dans les amphithéâtres de dissection, le médecin entra et regarda, en maîtrisant la nausée que ce spectacle et cette odeur provoquaient en lui, sur le plan physique aussi bien que celui de l'esprit. Il poussa un cri et peu après eut un hoquet de surprise encore plus effrayant. Il bondit jusqu'à la loge du gardien et, en freinant toutes les règles, il réveilla son patient en le secouant. Puis, d'une voix frémissante, il lui glissa dans le tuyau de l'oreille une suite de phrases qui lui firent le même effet qu'autant de gouttes de vitriol. C'était le cercueil d'Asaph, Birch, comme je le pensais, exactement. J'ai reconnu sa denture, avec ce vide à la mâchoire supérieure, et pour l'amour de Dieu, ne montrez jamais ses blessures. Le corps était en assez mauvais état, mais si j'ai jamais vu pareille expression vindicative sur un visage, ou sur ce qui fut un visage. Vous savez quel démon de la vengeance l'habitait. Comment il a ruiné le vieux Raymond 30 ans après leur procès pour une affaire de bornage. Comment au mois d'août il a tué à coups de pied un jeune chien qui avait voulu le mordre un an auparavant. C'était le diable incarné, Birch, et je crois que sa fureur vengeresse pourrait battre le dieu de la mort lui-même. Mon Dieu, quelle rage! Je n'aimerais pas qu'elle soit dirigée contre moi. Pourquoi as-tu fait ça, Birch? C'était une crapule, et je ne te blâme pas de lui avoir donné un cercueil de fortune. Mais tu es toujours allé trop loin, bon sang. C'était bien de lésiner sur la chose d'une certaine façon, mais tu savais quel petit homme était le vieux Fener. De ma vie, je n'oublierai ce spectacle. Vous avez dû donner de furieux coups de pied car le cercueil d'Asaph était tombé sur le sol. Sa tête était brisée, tout était renversé. J'ai vu bien des spectacles affreux, mais là, il y avait quelque chose de trop. Œil pour œil, grand Dieu. Birch, mais vous n'avez eu que ce que vous méritiez. Le crâne m'a retourné l'estomac. Mais il y avait pire. Ses chevilles, coupées nettes, pour les mettre à la dimension du cercueil, d'abord destiné à Matt Fener.